comment être artiste et être quelqu'un avec des responsabilités dans le monde de l'art, quand le monde de l'art et le monde tout court est souvent aux antipodes des valeurs de Dieu. Donc là, on aborde le chapitre 5, et c'est le chapitre là, je montre derrière moi donc cette frise où on voit un peu tous les chapitres résumés par des Américains qui ont fait une étude du livre. Donc nous maintenant, on est, vous voyez en bas au milieu, on passe du chapitre 4 au chapitre 5, après toute l'histoire sur les statues, les rêves, etc. Et donc c'est un chapitre, on va pas prendre le temps de lire le chapitre qui est un peu long, mais c'est le chapitre que moi j'attendais avec beaucoup d'impatience pour parler dessus, parce que c'est un chapitre très connu où Balthazar, donc le roi de Babylone, qui a emmené les Juifs captifs à Babylone, dont Daniel, qui est à son service, un soir décide de faire un grand banquet. Et pour ce grand banquet, il demande qu'on reprenne les objets du temple de Jérusalem, les objets sacrés qui étaient au service de Dieu, pour pouvoir boire et faire la fête avec. Et à cause de ça, il se passe un épisode un peu surnaturel. Une main apparaît sur le mur, en face du roi et de tous ses convives, et la main écrit sur le mur des mots en hébreu que personne n'est capable de lire, puisqu'ils n'arrivent pas à lire cette langue-là. Et donc, on va chercher quelqu'un pour interpréter ce qui est écrit. Et il est écrit, je ne me rappelle plus le terme, mais c'est méné, quelque chose comme ça. C'est trois mots, qui veut dire peser, ton royaume a été pesé. Et maintenant, tu vas perdre ton royaume. Et dès le lendemain, le roi de Babylone est attaqué par les Perses. Et donc, on voit l'empire qui passe de l'empire de Babylone à l'empire perse. Et c'est ce qui était déjà décrit dans les rêves avant, etc. Donc, sans aller trop dans le détail de ce qu'on pourrait faire sur un texte comme ça, de donner des explications assez théologiques, moi, mon objectif, c'est de vraiment regarder en tant qu'artiste, qu'est-ce que ce serait, comment ça peut nous parler, ce texte en tant qu'artiste. Et donc, ce qui est frappant, et c'est pour ça que j'attendais ce chapitre avec impatience, c'est que c'est une main qui écrit sur le mur. C'est des écrits sur le mur qui vont venir confronter le roi et vont lui faire très peur d'ailleurs. Donc avant, il y avait eu les rêves, mais les rêves c'était comme mental. Et là, cette fois-ci, c'est quelque chose de physique, de visible, et une main qui apparaît de façon surnaturelle et qui écrit sur le mur et qui écrit quelque chose. Et l'écrit est là, il est lisible, il est transcrit. On peut le transcrire, on peut le traduire, on peut le comprendre. Donc on est comme un échelon plus loin et on est dans la réalité. Et évidemment, en tant qu'artiste, je pense que ça nous parle parce que ces écrits sur le mur, eh bien, on en est entouré. Il y en a partout autour de nous, que ce soit les écrans publicitaires, dans les rues, que ce soit le décor, la ville, ou que ce soit même ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui concerne le street art. Donc c'est ça mon thème aujourd'hui, c'est de parler du street art. Alors j'aurais bien voulu qu'on ait un invité qui puisse nous en parler. C'était difficile de trouver quelqu'un, j'ai demandé à 2-3 personnes, mais finalement, à la place, je vais faire un panorama un peu rapide du street art, et puis donner une sorte de lecture un peu spirituelle du street art à la lumière de ce texte de Daniel. Alors, si j'avance assez rapidement, souvent, quand on essaye de réfléchir à... Alors, le street art, peut-être il faut juste que je donne quand même en un mot ou deux la définition de ce que c'est. Il y a beaucoup de choses dans le street art. C'est à la fois le graphe, les graffitis, les tags, les œuvres murales. Maintenant, même, c'est en train de se développer avec des choses numériques. Et puis, il y a aussi toutes les formes d'art qui investissent l'espace urbain, en fait. Chaque déclar est exposé dans la rue, pour faire simple. On peut parler de street art. Après, bien sûr, il y a des subdivisions, il y a aussi des querelles de puristes. Il y en a qui disent ça c'est du street art, ça c'en est pas. Donc moi je ne suis pas un spécialiste, vous non plus j'imagine. Donc l'idée c'est de faire un peu les grandes lignes et d'essayer de voir de quoi il s'agit. Donc la plupart du temps, on fait commencer le street art aux années 60, mais il y a aussi des gens qui le font commencer avant. Donc là, ce qu'on voit par exemple à l'écran, c'est une peinture pariétale dans une grotte qui est en Argentine, qui est assez connue parce que c'est considéré comme étant les premiers pochoirs, à savoir que les gens ont mis leurs mains sur le mur et que soit ils ont peint par-dessus la main et ça a laissé une empreinte, soit ils ont trempé leurs mains dans du pigment et puis ils ont apposé la main sur le mur et ça a créé une empreinte.
Vous voyez, c'est comme en négatif ou en positif. Et donc, souvent, c'est expliqué que c'est ça le premier pochoir. C'est l'ancêtre du pochoir, disons. Et puis, dans toutes les cultures, on a trouvé ça, des écrits sur les murs. Les plus connus de tous, c'est probablement la culture égyptienne, avec les hiéroglyphes, et puis les dessins aussi, bien sûr, les pictogrammes, les hiéroglyphes, etc. Toute cette imagerie égyptienne, qu'on connaît bien aussi d'ailleurs dans la Bible, puisque une partie se passe en Égypte. Et évidemment, il y a notre texte d'aujourd'hui. Ça, c'est Noémie qui a trouvé cette peinture de Rembrandt. Donc, on voit le roi de Babylone, et puis on voit derrière lui cette main qui apparaît de façon surnaturelle, qui écrit les 3 mots en hébreu, et qui vont créer donc une immense frayeur chez lui, et qui vont donc donner la révélation que son temps est passé, que son royaume a été jugé. Donc il y a aussi les écrits sur les murs, c'est présent aussi donc dans la Bible, à la fois par les Égyptiens et aussi par ce texte qu'on en étudie aujourd'hui. Et puis bien sûr, il y a toute une symbolique chrétienne qui existe sur les écrits sur les murs. Là, je vais vous montrer un exemple, c'est une mosaïque qui a été trouvée sur les bords du lac de Galilée, en Israël. C'est dans une ville qui s'appelle Tagba. C'est très connu parce qu'il y a des poissons, parce qu'on sait que le poisson, c'était comme un sigle de ralliement pour les premiers chrétiens. Sur la droite, on voit là des textes écrits, c'est le fameux ictus, donc qui était comme le poisson, parce que c'était crypté, que les lettres voulaient dire que Jésus était le roi et le Seigneur. Et donc c'était le sigle que les chrétiens employaient pour se retrouver de façon cachée, parce que dans les premiers siècles, ils étaient persécutés par l'Empire romain, et donc ils avaient besoin de faire des signes de ralliement, et ces signes-là, ils les faisaient sur les murs. Donc là aussi, il y a une filiation avec cette histoire, cette culture du street art. Donc évidemment, le street art moderne, ça commence dans les années 60, mais vous voyez, je voulais juste faire un rapide rappel qu'il y avait déjà un héritage très lointain. Alors, si je fais maintenant le panorama du street art actuel et contemporain, je vais essayer d'être assez rapide, mais ça vaut le coup de s'arrêter sur certaines œuvres parce que c'est très intéressant, c'est très profond, je pense. Donc, souvent, beaucoup disent que ça commence dans les années 1910, 1917, avec les révolutions qu'il y a eu au Mexique et en Russie. Ils ont commencé à faire des grandes fresques sur les murs, immenses. Donc en haut, là, on voit Diego Rivera. Si vous êtes déjà allé au Mexique ou si vous avez vu le film sur sa vie ou sur celle de Frida Kahlo, c'était le grand artiste mexicain. Et donc, on lui donnait des murs immenses pour qu'il puisse raconter l'histoire de la Révolution. Et c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore vraiment le cinéma. Le cinéma était tout juste à ses débuts. Et donc, c'était le meilleur outil de propagande. Ensuite, bien sûr, le cinéma a pris le relais et ça a un peu changé les choses. Mais donc, peut-être que le street art, ça commence un petit peu avec ça, avec ces grandes fresques murales. Ensuite, il y a un moment très important qui a lieu en France. Il y a un photographe qui s'appelle Brassailles. Il est connu pour ses photos en noir et blanc. On dit que c'est le mouvement humaniste. C'est la vie quotidienne des Parisiens, etc. Vous avez peut-être déjà entendu son nom. Mais il s'est intéressé dès les années 30 à tous les signes qu'on pouvait trouver sur les murs à Paris. Et il les a pris en photo, il les a documentés pendant des années. Et il a été le premier, d'une certaine façon, à s'intéresser à ça. Et il a fait une première publication en 1933, qui a ensuite mené à une première exposition au MoMA à New York, qui s'est aussi intéressé à la question en 1956. Donc là, on voit à l'écran, c'est les photos qu'il prenait, des graffitis qu'on pouvait y avoir sur les murs de prison, sur les murs dans la rue. Ça servait de point de ralliement pour les gens. C'était des mots d'amour, des fois, entre les amoureux s'échangent, bien évidemment, où on voit il y a un coq, parce que voilà, on connaît la culture française et les symboles qui sont importants pour les Français. Mais il a été fasciné par ça, il a voulu les collectionner, il a voulu les documenter, et d'une certaine façon, il a été le premier à mettre le doigt sur le fait qu'il y avait une forme d'expression artistique que personne n'avait encore repérée, et que personne n'avait encore voulu étudier comme étant quelque chose d'artistique. Un petit peu après, il y a une histoire qui est souvent racontée, que le premier graffiti moderne, c'est celui qu'on voit là-haut, Kilroy was here.
Ça, c'est donc l'histoire qu'il y avait un ouvrier dans une usine de bombes aux États-Unis, il fabriquait des bombes pour la guerre, hein, des bombes qui explosent. Et donc, il a écrit dessus Kilroy was here, c'était son nom. Et puis, ça a été tellement euh, répercuté dans les médias qu'après, on voit la photo de droite que j'ai mise, que c'était devenu une sorte de mode, de leitmotiv. Et donc, les soldats américains écrivaient ça dans les endroits où ils allaient pour dire on est venu, Kilroy was here. Donc c'était une sorte de premier tag qui était utilisé, de premier graffiti. Ensuite, on revient encore en France. Le premier qui a fait des graffitis et des tags en France, c'est donc ce Gérard Zloty-Kamien, mais que tout le monde appelle Zloty, parce que c'est comme ça qu'il est signé, avec une abréviation de son nom qui dit Zloty. Et lui, il a commencé à faire les visages qu'on voit là, des formes très éthérées. À l'époque, il n'y avait même pas de bombe aérosol encore, donc il utilisait une poire dans laquelle il mettait de la peinture, et puis il aspergeait le mur avec la poire. Et ça a été le premier donc à faire ça. Et lui, il a voulu rendre un hommage aux victimes de la guerre parce qu'une partie de sa famille est morte dans la Shoah et la déportation des Juifs à Paris. Et il a voulu donc rendre hommage aux gens qui avaient disparu en faisant des formes de visage, notamment autour des Halles, dans le centre de Paris, pour que les gens puissent être conscients de la perte et de l'absence. Donc ça, c'est important parce que le deuxième personne qui, en France, a commencé à faire du street art, c'est un artiste qui tous les deux sont vivants encore, hein, vous voyez, parce qu'ils sont nés dans les années 40, ils ont commencé à faire ça dans les années 60, et aujourd'hui encore, ils sont vivants et ils sont même actifs. Donc c'est fou parce qu'on parle d'un mouvement artistique qui est toujours actif. Donc Ernest Pignon-Ernest, lui c'est aussi un artiste qui avait fait les Beaux-Arts, et donc il a vu l'image qu'on voit ici à gauche avec l'échelle, c'est une image qu'il a vue d'Hiroshima. Quand l'explosion nucléaire a eu lieu, ça a laissé des traces sur les murs des gens qui ont été vitrifiés par l'explosion. Donc on voyait l'ombre des gens qui ont disparu dans l'explosion, mais ça a laissé une trace sur les pierres. On voit ça très bien dans un film d'Alain Resnais aussi qui s'appelle Hiroshima mon amour. Mais donc lui, quand il a vu cette photo, il a été complètement transpercé par ça, et il s'est dit, il faut qu'on rende les traces visibles des choses qui se sont passées. Et donc les deux images qu'on voit à côté, il a voulu montrer les cadavres des gens qui étaient morts pendant la Commune à Paris, où il y a eu un affrontement entre les Parisiens et les Versaillais, et c'était comme une révolution sociale, et les gens ont été exécutés ou tués sur les marches de Montmartre. Alors il est venu, il a imprimé ses ombres et ses personnages sur du papier qu'il est venu poser sur les marches pour montrer que voilà, il y avait eu quelque chose qui avait eu lieu là. Donc ça, c'était en 1971. Et puis il a continué à faire ce genre de travail après, et je vais vous montrer d'autres de ses travaux. Parce que peut-être que vous reconnaissez déjà ici, mais dans son travail, en fait, il y a énormément de street artistes qui sont actifs aujourd'hui et qui sont connus, qui sont allés puiser leur inspiration dans le travail de cet artiste-là. Il y a aussi aux États-Unis, encore une fois, si on fait l'échange entre la France et les États-Unis, vous voyez, parce que les deux se sont un peu développés en parallèle, il y a l'histoire du street art et des graffitis. Ça a commencé aussi à Philadelphie avec ce gars qu'on voit là à gauche. Il avait comme surnom Cornbread parce qu'il aimait beaucoup le pain au maïs. Et donc lui, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 1967, il a commencé à faire des tags partout dans la ville de Philadelphie parce qu'il était amoureux d'une fille, mais il était trop timide pour le lui dire. Donc il écrivait partout dans la ville. Je l'ai écrit là juste en dessous, mais je n'arrive pas à voir moi à l'écran. Là, j'ai quelque chose qui me gêne. Mais il écrivait son nom, Cornbread M. Lord Cynthia, voilà, c'est Cynthia que je cherchais. Donc comme il aimait Cynthia, il a écrit partout dans la ville « J'aime Cynthia » pour qu'elle voie ça. Et puis à un moment, les gens dans la ville ont cru que c'était fini parce qu'ils ne voyaient plus de signes. Ils ont pensé que le gars était mort. Et donc il a lu un article comme quoi il était peut-être mort. Alors pour prouver qu'il n'était pas mort, il est rentré dans le zoo la nuit et il a écrit sur l'éléphant, et il a écrit « Cornbread lives » pour dire qu'il était toujours vivant. Et donc ça a fait la une des journaux aussi le lendemain. C'est ce qu'on voit là dans le petit encart. Et puis, dernière chose qu'il a faite, juste derrière moi, ici, si vous reconnaissez, si j'arrive à le montrer là, c'est Michael Jackson ou un de ses frères, je ne sais pas. C'était les Jackson 5 qui sont venus faire un concert à Philadelphie.
et qui repartait après à Los Angeles. Et avant qu'ils partent, ils ont donné une interview sur le tarmac de l'aéroport et le gars est venu et il a fait son tag sur l'avion. Il a écrit cornbread leaves, je pense, ou quelque chose comme ça, ou cornbread tout court. Et donc, quand l'avion est arrivé à Los Angeles, les gens étaient très impressionnés. Ils ont dit, mais c'est quoi cette nouvelle mode d'écrire avec des bombes? Et voilà, ça a lancé la mode donc de Philadelphie à Los Angeles. Et puis de Philadelphie, c'était passé aussi à New York. Donc là, on est un peu sur les prémices un peu de tout ça. Ensuite, en France, il y a eu mai 68 avec tous les slogans qui étaient écrits aussi sur les murs. Donc là, j'ai mis des exemples. Bon, évidemment, ça a été une grosse influence parce que les gens se sont dit, ah oui, on peut faire de la politique, on peut avoir un impact, on peut faire de la publicité pour nos idées au travers de ce qu'on écrit sur les murs, avec les affiches et avec les slogans. Après, là, je continue encore avec Ernest Pignon-Ernest. Après avoir fait les gens sur les marches de Montmartre, il était très touché par le sort des migrants et aussi par ses parents qui ont été expulsés de leur immeuble. Donc, juste, on voit là dans mon dos, là, c'est ses parents. Donc, comme ils ont été expulsés de leur immeuble à Nice et que l'immeuble a été détruit, il a décidé de faire une photo de ses parents du jour où ils ont dû partir et de la coller à l'endroit où ils étaient avant pour montrer qu'ils avaient été expulsés de cet endroit-là. Et puis, il a fait aussi donc les migrants qu'on voit là. Il montrait dans la rue que derrière les murs, il y avait des gens en souffrance, qu'il y avait des gens qui étaient enfermés dans des lieux. Donc, il venait coller les images sur le mur extérieur pour révéler qu'est-ce qu'il y avait de caché dans le bâtiment. Donc ça aussi, c'est des éléments qui sont repris encore aujourd'hui au quotidien dans le street art. Un peu plus tard, il a choisi des figures qui lui semblaient emblématiques, qui le touchaient beaucoup. Donc, il a choisi Mayakovsky, qu'on voit à gauche. Là, c'est un révolutionnaire poète et révolutionnaire peut-être russe. Il a choisi Rimbaud aussi. Et il a commencé à mettre, donc, dans les années 70, des images de Rimbaud un peu partout dans la ville et dans plusieurs villes aussi, pour montrer comme une présence de Rimbaud, ce poète maudit que les gens avaient rejeté, et de dire, ben non, il est vivant, et il est présent, et je le rappelle à votre souvenir. Un petit peu plus tard aussi, il a choisi, donc, puisque les gens qu'il veut défendre, qu'il veut mettre en avant, c'est donc, parce que lui-même a été communiste, c'est donc les communistes, les poètes, et puis là, il avait trouvé deux nouveaux, un peu plus tard, dans les années 80, il a trouvé deux nouvelles icônes pour faire son travail avec Pier Paolo Pasolini, qui était un cinéaste italien homosexuel et communiste, revendiqué, et qui a été tué dans une bagarre, et on n'a jamais trop su comment il avait été tué. On a pensé que c'était peut-être à cause de ses opinions politiques, mais c'est peut-être aussi dans le cadre d'une rencontre amoureuse homosexuelle. Bref, il est allé mettre des photos dans la ville natale de Pasolini et dans l'endroit où il a été tué pour montrer que ça avait été comme une sorte de martyr de la cause homosexuelle et du combat communiste. Et il a fait pareil ensuite avec un artiste français qui s'appelle Jean Genet, qui était un auteur de théâtre et qui était lui aussi un homosexuel déclaré, un des rares à l'époque. Et lui aussi, il était très critiqué pour ce mode de vie et originaire de Brest. Et donc, du coup, Ernest Pignon-Ernest est allé dans la ville de Brest pour afficher partout, c'est ce qu'on voit au-dessus là, avec sur la vue du port, il est allé afficher partout ces images d'un Jean Genet qui était presque porté en croix, comme en souffrance, comme une sorte de Christ rejeté. Voilà, c'était, vous voyez, vous comprenez, j'imagine, l'imagerie qu'il a voulu mettre. Et puis ensuite, il a commencé à quitter ces personnages iconiques comme Rimbaud, Pasolini, Jean Genet, et il a choisi, juste derrière moi, juste là, il a choisi de mettre dans le décor urbain des personnages de la mythologie. Donc là, c'est Prométhée, donc sur des colonnes d'une usine. Donc vous voyez, et puis son travail a continué, et comme je vous l'ai dit, il est toujours vivant, il est toujours actif, mais ça a été le premier à faire ce travail-là. Donc lui, c'était des dessins qu'il imprimait sur du papier et puis qu'il collait après dans la ville, dans les rues. Il est allé faire ça aussi en Italie assez souvent et beaucoup en France.
Voilà, donc toujours en France, dans les années 80, il y a aussi eu les premières personnes qui ont fait des pochoirs à la bombe. C'est ce qu'on voit là, c'est-à-dire, si vous connaissez la technique du pochoir, c'est qu'on a un papier prédécoupé avec les lettres, et puis on passe un coup de bombe, et quand on enlève le papier, eh bien, ça laisse l'inscription. Donc là aussi, c'était des nouvelles techniques qui sont développées avec des étudiants des beaux-arts français, mais c'était en parallèle entre la France et les États-Unis. Donc si on regarde bien les dates, on dirait quand même que c'est un petit peu les Français qui l'ont fait en premier, mais les deux avançaient vraiment en parallèle. Il y a aussi un autre artiste de pochoir qui était très connu dans les années 80, qui est très connu aujourd'hui, mais qui a commencé dans les années 80, qui s'appelle Blick le rat. Et donc lui, il fait des rats tout le temps et il en a fait partout dans la ville, surtout avec le pochoir. Ben voilà, tiens, on voit bien comment le pochoir est fait ici. Donc l'idée du pochoir, c'est que ça peut aller très vite pour le faire, et puis que c'est reproductible à l'infini, entre guillemets. Donc on peut en mettre un peu partout dans la ville. Ça fait une sorte d'invasion de la ville. À la même période, à New York, il y a le fameux Keith Haring, qui est aussi très connu parce qu'il est rentré vraiment dans l'histoire de l'art de façon complète. Lui, il utilisait les encarts publicitaires, ce qu'on voit là, les encarts publicitaires qui étaient restés noirs, sur lesquels il n'y avait pas d'affiche, parce qu'ils n'avaient pas été loués cette semaine-là, et il venait dessiner à la craie dessus son art en disant, puisque l'espace est libre, eh bien moi je le prends à mon compte, et au lieu qu'il y ait de la publicité, il va y avoir de l'art. Donc ça, c'était un peu la démarche. Et ensuite, il y avait aussi, il signait SAMO, S-A-M-O, parce qu'ils étaient trois à signer de cette signature-là, mais il y a aussi Jean-Michel Basquiat, qui donc, a commencé à faire du street art dans la rue avant que ses œuvres rentrent dans les galeries et rentrent dans les musées. Donc lui, sa stratégie avec ses copains, c'était de faire des tags partout autour des galeries d'art new-yorkaises connues, pour attirer l'attention des galeristes, pour que les galeristes se disent, tiens, c'est qui ces jeunes dynamiques qui n'ont pas peur de prendre des risques pour écrire sur les murs, parce qu'on peut potentiellement aller en prison pour ça, ou payer des amendes, et pour attirer leur attention sur leur art, et puis pour pouvoir intégrer les galeries d'art. Après, donc, à la fin des années 80, ça a été le temps des premières reconnaissances. Il y a la cinéaste documentariste française Agnès Varda qui est allée faire un film sur les murales à Los Angeles. Si on a le temps tout à l'heure et si on y arrive aussi techniquement, je vais vous montrer un de ces extraits qui est très fort. Ça, c'est un film vraiment fondateur. C'est un très beau film qui a maintenant plus de 40 ans, enfin 40 ans plutôt, et même le grand street artiste français du moment, JR, a fait un film avec Agnès Varda il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Visage Village, en hommage à ce film-là, parce qu'il a souvent déclaré que c'était ce film qui avait déclenché sa vocation, parce que dans le film, et c'est vrai que moi j'ai re-regardé le film ces dernières semaines pour préparer ce que je disais ce soir, et quand on regarde le film, on voit que vraiment tout le travail de JR, il est déjà en substance dans ce film d'Agnès Varda qui explique bien les choses. Donc il y a eu le film d'Agnès Varda, il y a eu une exposition à Paris organisée par Agnès B, qui avait juste à côté de Saint-Eustache, dans Saint-Eustache où il y a d'ailleurs une œuvre de Keith Haring encore aujourd'hui à l'intérieur de l'église, parce que lui-même était dans le quartier à ce moment-là. Et puis il y a eu les premiers rassemblements de street artistes qui commençaient à faire des équipes pour travailler ensemble. Donc la première, c'était à Aubervilliers, ensuite c'était à Bobigny, à Bondy, dans toutes ces villes de banlieue où il y a encore des groupes qui sont actifs actuellement. Donc voilà, j'avais avancé très vite maintenant parce que l'essentiel de ce que je voulais dire a été un peu dit, mais les années 80, c'est donc l'émergence de nouveaux street artistes, donc par exemple la fameuse Mystique qui est très connue et dont vous avez sûrement vu des œuvres dans Paris parce qu'il y en a un peu partout. Ensuite, il y a eu un autre artiste français qui a été le premier à faire des mosaïques dans la rue. Là, on voit à gauche, c'est un hommage à Rimbaud. À droite, c'est un hommage à Cabu, un des dessinateurs qui a été tué dans la tuerie de Charlie Hebdo. Donc lui, il fait des mosaïques dans la rue pour faire comme des mausolées pour les personnes qui sont parties, qui sont perdues. Mais ça aussi, c'était une nouvelle technique qui arrivait, de faire des mosaïques dans la rue. Après, il y a aussi un autre artiste qui venait de New York. Alors, ce qui s'est passé à New York, c'est que cette culture du street art était un peu partout. Il taguait partout, sur les trains, dans le métro, sur les murs, dans les rues, sur les voitures, toutes les vitrines de magasins. Tout ça faisait que la ville était quand même d'un regard, ça donnait l'impression d'être un peu sale. Et puis, il y a eu un mouvement
Les gens en ont eu marre, et donc à un moment, ils ont durci la loi à New York, et ça devenait dangereux de continuer à écrire sur les murs. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à la même période, à peu près tous les artistes sont partis de New York pour aller ailleurs. Et c'est là que la culture du street art s'est répandue de façon très rapide, parce que beaucoup sont allés à Los Angeles ou dans d'autres grandes villes américaines, et certains sont venus en Europe. Donc, il y a un des grands street artistes américains de l'époque, et maintenant un grand street artiste français qui s'appelle John Wan. Et lui, il a décidé de venir à Paris, parce que quand il a vu que c'était plus possible de travailler à New York, il a dit la ville des artistes dans le monde, c'est Paris, donc moi je vais aller à Paris. Il a exposé avec la fameuse Agnès B dont j'ai parlé il y a quelques minutes, et aujourd'hui encore il fait des expositions, et il est actif, et moi je l'ai déjà rencontré parce que j'ai fait une photo de lui un jour, et donc voilà, c'est quelqu'un qu'on peut rencontrer dans les vernissages à Paris. Il est là, il vit là, c'est un artiste parisien, et il est abordable. Mais vous voyez, il est connu parce qu'il a même été sollicité par le gouvernement français pour faire une fresque officielle en l'honneur de la République. Ça, c'est un peu à l'image d'un autre grand street artiste américain qui a fait la fameuse affiche d'Obama que je vais vous montrer après. Bon, ensuite, il y a le fameux Banksy que vous connaissez probablement. Lui, c'est du pochoir. Il en fait un peu partout dans le monde. La question avec lui, c'est que c'est mystérieux. On ne sait pas qui c'est. On sait qu'il vient de Bristol, mais on ne sait pas quel âge il a. Certains disent que c'est un des membres du groupe Portishead, que vous connaissez peut-être, ou Massive Attack. Mais on n'est pas sûr parce que comme ils ont vu que les œuvres apparaissaient à peu près en même temps que les déplacements du groupe de rock. Donc ils se sont dit c'est peut-être un des membres du groupe ou alors un fan qui les suit tout le temps. On ne sait pas trop. Ensuite, il y a le fameux Space Invader. Donc là aussi, dans Paris, j'imagine que vous avez déjà vu ces personnages qui sortent tous d'un jeu vidéo des années 80. Et nous, on habite à Versailles et on en a juste à côté de chez nous dans la rue. Il est venu à Versailles en faire aussi en lien avec le château. Voilà, le fameux Shepard Fairey qui s'appelle Obey, c'est lui qui a fait l'affiche pour l'élection, pour la campagne de Obama quand Obama a été élu la première fois. Et il a même fait maintenant l'affiche qu'on voit complètement à droite que Emmanuel Macron utilise dans son dos quand il parle aux Français de temps en temps. Et il a cette affiche-là dans son dos. Donc c'est cet artiste qui est un artiste de Los Angeles, lui aussi vivant puisque né en 1970, c'est toujours actif. Et voilà, donc c'est pour vous montrer que d'une culture de rue qui était rejetée, qui était, on dit vandale souvent pour dire que c'était une culture qui abîmait les murs, qui abîmait les choses, maintenant c'est quelque chose qui, 40 ans après, est rentré vraiment dans la culture dominante, à tel point que c'est des artistes qui sont sollicités par les gouvernants. Voilà, et pour terminer, le fameux JR, le français qui travaille un peu comme Ernest Pignon-Ernest, qui imprime des photos, qui les met sur les murs, qui les met un peu partout dans le monde pour interpeller les gens, pour montrer les gens qui sont oubliés, pour montrer les populations qui ne sont pas connues, pour les mettre sur le devant de la scène, pour montrer les problèmes aussi qu'il peut y avoir entre les différentes communautés. Donc, il fait des travaux monumentaux comme celui qu'on voit à la gauche où il a carrément caché la pyramide du Louvre en la recouvrant de photos, des photos de ce qu'on voit par transparence derrière pour que la pyramide disparaisse. Donc ça, c'était une de ses grandes œuvres les plus connues. C'était il n'y a pas très longtemps à Paris, peut-être vous l'aviez vu. Voilà, donc on arrive un petit peu au bout. Ça, c'est un tout petit plan pour montrer que le street art, c'est quand même assez vaste. Il y a les affiches, un peu comme ce qu'on vient de voir, les affiches de JR, les affiches de Shepard Fairey, comme celle pour Obama. Il y a les pochoirs, dont on a parlé tout à l'heure, avec Mystique, Banksy ou Jeff Aerosol. Là, je vous montrerai une œuvre tout à l'heure. Après, il y a les mosaïques de Space Invader, avec le français aussi qui a fait ça en premier. Il y a des œuvres numériques, là, j'en ai pas parlé, mais c'est parce que c'est un peu plus récent. Et puis après, il y a aussi des installations et bien sûr, les peintures murales. Donc ça, les murales, on en a parlé dès le début, c'est un peu comme ça que ça existe aujourd'hui. Maintenant, de plus en plus, le street art, c'est des grandes murales, c'est des murs vides dans les villes qui sont proposés aux artistes pour qu'ils fassent une œuvre. Voilà, donc j'arrive au bout de ce panorama un peu rapide. Je n'ai pas parlé évidemment de tous les street artistes, ni de tous les détails, etc., parce que je suis loin d'être un expert, mais ça m'a passionné en tout cas, moi, de me pencher dessus. Et je voulais vous proposer quelques points de réflexion
pour que dans la lignée de ce qu'on a fait dans les sessions précédentes, ce qui se passe dans ce chapitre 5 de Daniel, avec cette main qui écrit et qui vient un peu comme confronter l'homme le plus puissant de l'époque, pouvoir avoir quelques axes de réflexion. En quoi le street art est quelque chose qui peut confronter les gens, et en quoi est-ce que le street art est quelque chose qui fait partie de la culture aujourd'hui? Est-ce qu'on devrait s'y intéresser? Est-ce qu'on devrait même éventuellement participer? Et c'est des questions que je vais vous poser après. Je vous poserai trois questions pour vous, pour réfléchir à titre personnel, et puis 3 questions pour qu'on puisse discuter en groupe comme on fait à chaque fois. Le premier point de réflexion, c'est cette question de la main qui a écrit sur le mur. Il y a cette main dans le chapitre 5 qui est écrit sur le mur. Et évidemment, souvent les choses surnaturelles et les apparitions qui ont lieu dans l'Ancien Testament, nous, en tant que chrétiens, on pense que c'était des préfigurations de Jésus, même que c'était Jésus lui-même. Parce que dans Daniel, un peu plus loin, il voit le Fils d'un homme qui arrive sur des nuages. Donc on pense que c'est Jésus, bien évidemment, c'est lui-même. Et donc là, cette main, c'est peut-être, c'est pas écrit, mais on peut imaginer, croire ou penser que c'est la main de Jésus qui écrit, ou la main de Dieu, ou d'un ange, peu importe, mais c'est peut-être, ce serait plus logique de penser que c'est la main de Jésus en tout cas. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'on sait aussi, on connaît tous ces textes dans le Nouveau Testament qui nous disent qu'en tant qu'Église, en tant que croyant, on est le corps de Christ, on est le corps de Jésus. Et il y a ce passage où l'apôtre Paul parle de l'un est le pied, l'autre est la main, l'autre est la tête, et on est tous différents dans nos dons, mais tous ensemble, on est le corps de Christ. Et la question que je voulais vous poser, c'est exactement comme il y a cette main qui vient écrire sur le mur pour faire comme quelque chose de fort pour la population, pour leur parler, et puis pour le roi. Est-ce que vous, en tant que chrétien, vous accepteriez d'être cette main que Dieu peut utiliser, avec laquelle Dieu peut écrire, sur les murs? Parce que maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est la mission que Jésus a donnée à son Église. Il a dit, vous allez être mes ambassadeurs et mes représentants sur cette terre. Ça veut dire que si Dieu veut faire quelque chose de bien dans le monde ou interpeller des gens, eh bien, il va le faire au travers de son Église, il va le faire au travers de nous. Donc la première question que je voulais vous poser, c'est ça, c'est est-ce que vous vous identifiez avec cette main qui est écrite sur les murs aujourd'hui, dans l'ère où on est maintenant? Est-ce qu'en tant qu'artiste, vous vous dites, oui, j'ai une responsabilité, peut-être que je peux dire à Dieu, utilise-moi pour que j'écrive des choses, pour que mon art ait un impact, pour que mon art touche des gens, qui les interpelle. Le deuxième point, c'est que dans tous les documentaires que j'ai regardés pour préparer ce petit panorama sur le street art, ils aiment beaucoup dire que c'est le plus grand mouvement artistique de tous les temps, et que c'est le plus grand musée de tous les temps. Donc, ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'ils veulent dire que ça a commencé donc il y a 40 ans et c'est encore actif aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il n'y a pas tant de mouvements artistiques qui ont duré 40 ans. Souvent, ça dure 5, 10, 20 ans. Et 40 ans, ça commence à être un peu long, c'est vrai. Donc, dans ce sens-là, ils n'ont pas tort. Et ensuite, quand ils disent que c'est le plus grand, c'est que c'est partout sur le globe en même temps. Il y a plein de street artistes partout qui sont en train de travailler actuellement. On n'arrive pas d'ailleurs à compter toutes les œuvres qu'il y a. Et donc, pour eux, c'est ce concept qu'on est dans un grand musée ouvert. Ça veut dire que c'est un peu la philosophie aussi du mouvement punk qui disait dans les années 70, do it yourself, fais-le toi-même, c'est-à-dire attends pas qu'il y ait une galerie qui vienne te repérer ou te chercher ou te proposer son mur pour mettre une œuvre. Attends pas qu'un musée achète une de tes œuvres quand tu seras mort, parce que c'est rare que les musées achètent des artistes vivants, mais fais-le tout de suite, fais-le toi-même. Et donc tu as des murs dans ta ville, il y a des endroits où tu peux écrire, il y a des endroits où tu peux dessiner, et donc tu peux directement aller dans le plus grand musée du monde, parce qu'en plus de ça, tu vas toucher un plus grand public qu'en exposant dans une galerie. Donc ça, c'est quelque chose dont je voulais parler, parce que est-ce que ça vous interpelle? Vous n'êtes pas obligé de vous mettre au street art demain matin. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en tant qu'artiste, dans votre domaine, vous pouvez transposer en vous disant, c'est vrai, mais comment moi aussi je peux rejoindre un public plus large que juste ce que je fais habituellement? On a les réseaux sociaux, par exemple, maintenant. Tous les artistes ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais est-ce que vous seriez prêt à vous mettre sur les réseaux sociaux pour offrir des œuvres à un large public, qu'elles soient partagées, que tout le monde puisse les utiliser, les copier, les reposter ailleurs, faire quelque chose avec? Vous voyez, c'est pour ça que je vous pose la question, c'est dans cette idée-là de vous mettre un petit peu au défi. Ensuite, l'autre point, c'est ces écrits sur les murs. Est-ce que vous êtes attentif à ce qui est écrit sur les murs, dans votre ville, dans vos rues, dans les endroits que vous fréquentez? Est-ce que vous faites comme tout le monde, comme tous les passants, vous faites juste que passer, vous voyez rien?
ou est-ce que vous êtes attentif à ces signes? Exactement comme le photographe Brassai qui a décidé de documenter tout ce qu'il voyait sur les murs et personne avant lui avait jamais fait ça. Et là, ça m'a fait penser aussi à une exposition que j'ai vue au Macval, dans la banlieue parisienne, c'était en 2018. C'est cet artiste qui s'appelle Jean-Christophe Normand qui fait des immenses fresques de textes. Il écrit des textes, c'est la taille de texte normale, comme si on écrit avec un gros feutre noir, et vous voyez un peu la taille que ça fait sur le mur, et il a fait ça à plein d'endroits, et c'est ça, la question c'est, est-ce que quand vous passez devant un mur où il y a des choses écrites, est-ce que pour vous c'est comme dans la photo de gauche, c'est juste quelque chose de long, oui, bah, ça fait partie du décor, ou est-ce que vous avez de l'attention, de l'intérêt pour les choses qui sont écrites sur les murs? Moi, je sais qu'à titre personnel, là, j'ai mis une photo que j'avais prise un jour. Ça m'est arrivé plusieurs fois de lire des choses sur les murs et d'être touché profondément parce que ça venait confirmer des choses que je pense Dieu m'avait dit dans mon fort intérieur, dans mon cœur, et de voir après une œuvre qui parlait de ça dans la rue, c'était venu comme me donner une confirmation. Parce que j'essaye de faire ce travail. D'ailleurs, j'ai lu ça dans des livres sur la photographie, ils disent, quand vous marchez dans la rue, soyez pas juste en train de vous déplacer, soyez en train de visiter, soyez comme un voyageur qui prend des photos, qui observe, parce que c'est comme ça qu'on se nourrit. Et puis, on a aussi écouté un cours en ligne, là, très récemment, dans lequel le prof disait exactement la même chose. Il disait, vous allez sortir maintenant dans la rue, et puis vous allez essayer de repérer des choses nouvelles que vous n'aviez pas vues avant, d'être attentif aux signes, d'être attentif aux petits détails. Et donc voilà, ça c'est quelque chose dans lequel il faut qu'on rentre en tant qu'artiste. On n'est pas juste artiste quand on est devant sa feuille pour écrire ou devant sa toile pour peindre, mais on est artiste au quotidien quand on se déplace, qu'on est dans la rue, dans les lieux publics et qu'on voit les autres vivre et qu'on voit les choses autour de nous. L'autre chose que j'aurais pu dire, c'est que oui, je connaissais une amie photographe allemande qui était à Paris pour quelques temps seulement. Elle n'est pas restée très longtemps. Et elle était marquée par exemple par les chœurs. J'ai déjà raconté cette histoire une ou deux fois. Mais elle disait, c'est fou, à Paris, vous avez des chœurs partout. Et donc elle les prenait en photo, elle les documentait exactement comme Brassai a documenté les écrits sur les murs. Et ça m'avait frappé parce que moi, vous voyez, comme c'est mon quotidien et que c'est ma culture, j'avais jamais, et puis que je suis pas une fille peut-être, je sais pas, mais j'avais jamais remarqué qu'il y avait des chœurs partout. Et à partir du moment où elle me l'a dit, ça a effectivement éveillé mon attention là-dessus et j'ai commencé à repérer qu'effectivement il y avait des chœurs partout, à la boulangerie, même chez le boucher, dans les publicités, dans le métro, partout on en voit partout des chœurs. Et donc voilà, c'est ça, c'est que cet artiste c'est comme si moi j'étais un spectateur ce jour-là et elle a ouvert ma perception à quelque chose de nouveau que je voyais pas avant. C'est exactement ça que Dieu fait dans le chapitre 5 de Daniel, c'est qu'il y a ce roi qui est en train de faire la fête avec les objets sacrés du temple, et Dieu envoie un signe pour attirer son attention et pour lui parler aussi de son royaume et de ce qu'il a fait et de son royaume sur terre. Donc c'est ça, c'est que des fois, nous aussi, il faut qu'on puisse être attentifs et percevoir les choses qui sont autour de nous. Et quand on fait, vous savez qu'on fait une conférence en juin parfois avec la fonderie pour les gens qui viennent de l'étranger, et David Brasil, qui fait partie de l'association pendant longtemps, avait emmené les gens dans les rues et il leur avait dit, maintenant vous allez marcher dans les rues et vous allez demander à Dieu de vous parler au travers de ce que vous voyez, au travers de signes, au travers de choses. Et on était allé près de ce mur à Montmartre où il y a le mur des je t'aime, où il y a tous les je t'aime qui sont écrits, et on avait laissé peut-être 1 heure aux gens pour se balader dans Montmartre et puis laisser Dieu leur parler. Et puis quand ils sont revenus, on a fait un débriefing et chacun a dû partager comment Dieu lui avait parlé. Et c'était juste incroyable parce que évidemment chacun a son cheminement personnel et chacun entend Dieu de sa propre façon. Mais il y a par exemple quelqu'un qui avait partagé, je m'en rappelle très bien, il avait dit, Dieu m'a montré la relation entre les pères et les fils. Et il m'a dit, pendant tout le temps où j'ai marché, j'ai vu partout, il y avait des pères et des fils. J'ai voyé les uns qui étaient proches, qui se tenaient la main, d'autres qui étaient plus éloignés, d'autres qui se parlaient différemment. Mais voilà, et il avait même vu un magasin qui s'appelait Père et Fils, et il avait vu plein de choses comme ça. Voilà, c'était ça que Dieu lui a dit à ce moment-là, parce qu'il a pris le temps de se dire, je vais aller dehors et je vais être dans une phase méditative pour chercher qu'est-ce que Dieu veut me dire. Et les 2 ou 3 derniers points, c'est, oui, ça c'est aussi important, c'est que le street art, pour beaucoup de gens, ils expliquent qu'au moment où l'art reconnu est devenu abstrait,
dans les années 10 ou les années 40 ou les années 60, comme ça dépend comment on se place avec ce que j'ai fait tout à l'heure dans le panorama, mais ils ont dit que le figuratif, lui, est revenu dans le street art comme un choix populaire, qu'en fait, ce que le peuple et les gens, la grande foule des gens aiment le plus, c'est pas l'abstrait, mais c'est le figuratif, parce que c'est ça qui touche les gens et qui vient les rejoindre. Donc là, je suis pas forcément sûr à 100% de ce que je dis, je dis pas pour que vous soyez sûr à 100% avec moi, mais il y a une réflexion aussi hyper importante à mener avec ça, sur la place du street art dans la place de l'histoire de l'art, parce que ça a été une façon de ramener le figuratif au moment où il était en train de disparaître. Exactement comme on a vu aussi dans le travail tout à l'heure d'Ernest Pignon-Ernest, que c'est une façon de ramener le souvenir de choses qui ont disparu, de ramener des traces de choses qui sont en train de partir. Ensuite, il y a bien sûr la question d'interpeller les puissants, mais ça, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, en tant qu'artistes, on devrait se poser la question de dire Dieu, utilise-moi, ou comment est-ce que je peux mettre mon art au service de Dieu pour que Dieu interpelle des puissants. C'est ce que font des fois des street artistes. Ils font, quand il y a les G20 ou les G7, ils font des œuvres devant l'endroit où les puissants vont se réunir pour les interpeller. Puis il y aurait des centaines d'exemples à donner d'artistes qui ont fait des choses dans les rues pour interpeller les populations sur la crise climatique, sur la crise des migrants, sur les problèmes liés au capitalisme, etc., etc. Et ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser en tant qu'artiste, de se dire, est-ce que je dois avoir un rôle dans l'espace public pour amener un message? Voilà, les derniers points, peut-être, c'est que le street art aussi, ce qui est beau et qui est comment dire, unique dans le street art, c'est que c'est gratuit et disponible. C'est-à-dire que c'est l'artiste qui offre son œuvre. Il paye les bombes ou ce qu'il a imprimé pour le mettre dans la rue. Personne ne va le payer pour ça, sauf quand c'est subventionné, bien sûr. Mais donc, ça veut dire qu'il offre une œuvre. Donc, il a vraiment le désir de communiquer quelque chose et de l'offrir. Et ça devrait nous interpeller en tant que chrétiens parce que Jésus nous a dit qu'il y avait plus de bonheur à offrir qu'à recevoir. Et donc, ça devrait nous interpeller quand on voit des œuvres d'art dans la rue comme ça, de se dire, et nous, en tant qu'artistes chrétiens, qu'est-ce que je fais de gratuit et qu'est-ce que je fais que je rends disponible à tout le monde et pas seulement aux gens qui vont dans les galeries ou aux gens qui viennent écouter mon spectacle de théâtre ou aux gens qui viennent faire peu importe l'art que vous faites. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, si vous faites de la danse, quelle est la partie de danse que vous faites dans la rue pour que n'importe qui puisse avoir accès à votre art par rapport à il faut payer un billet pour venir vous voir? Donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi, de poser, parce que ce street art nous interpelle sur ça, sur la question de la gratuité et de la disponibilité. Il nous interpelle aussi sur la question de l'éphémère et du fait que les œuvres sont libres. Une fois que vous l'avez mise au mur, l'œuvre, elle vous appartient plus. Quelqu'un peut venir écrire par-dessus. Quelqu'un peut la déchirer. La pluie, le vent vont l'abîmer. Et donc, elle vous appartient plus en tant qu'artiste. Et elle aussi, elle est éphémère parce qu'elle va disparaître forcément. À un moment, peut-être que le mur va être détruit, ou peut-être même comme Banksy, maintenant qu'il est tellement connu, les graphes qu'il fait, les œuvres qu'il fait, les gens viennent découper les morceaux de mur pour partir avec, pour les vendre. Il avait fait un graphe sur la porte du Bataclan en hommage aux gens qui ont été tués dans la fusillade, et la porte a été volée parce que quelqu'un a volé la porte en se disant qu'il allait la revendre à un bon prix. Donc voilà, les œuvres sont éphémères et ça aussi, ça nous parle parce que souvent on crée des œuvres en pensant que des gens vont les regarder peut-être plus tard ou dans 100 ans pour la postérité. Mais ce qui est beau dans le street art, c'est que ça force à faire des œuvres pour aujourd'hui et maintenant, pour la population qui est autour de nous. Quel est le message qu'on peut leur donner? Quel est le message qu'on peut mettre devant eux? Voilà, et en fait, le dernier point, c'est que c'est aussi quelque chose de monumental qui s'impose, c'est-à-dire que là, j'ai mis encore des photos de JR, mais il avait fait ce projet sur les bords de Seine avec les regards des gens, pour qu'on puisse plus justement échapper à ce regard des gens qu'on essaye d'éviter tout le temps. Et donc, il a dit, moi, ces gens que personne ne veut regarder dans les yeux, je vais les mettre en gros dans la ville pour que vous ne puissiez pas échapper au regard. Ou alors, la photo à côté, ça, c'est le cinéaste qui a fait le film Les Misérables, donc, qui a eu un prix à Cannes il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Et donc, voilà, il le met en immense comme ça aussi dans la banlieue où le gars habite pour montrer que c'est monumental, c'est imposant, il n'y a pas d'autre façon que de le voir. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu viens de voir? Exactement un peu comme l'empereur de Babylone. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu as vu une main écrire sur le mur et t'envoyer un message très précis? Comment tu vas faire avec? Parce que tu ne pourras pas dire que tu ne l'as pas vu.
Mais la dernière chose, c'est que je voulais lire quelques extraits de ce poème d'Éluard qui dit sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marges de la mort, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Donc ça, c'est un poème que souvent on apprend à l'école quand on est enfant. Moi, je crois que je l'avais appris pas très bien parce que je m'en rappelle pas. Mais c'est un beau poème sur la liberté. Et c'est ça, c'est que c'est un trait très français de vouloir être libre d'écrire sur les murs. Parce que là, vous voyez, dans ce poème, il dit liberté, j'écris ton nom partout. J'écris ton nom sur les murs. Et ça, c'est aussi un défi pour nous. Est-ce qu'on est libre est-ce qu'on est réellement libre en tant qu'artiste chrétien de sortir des fois des murs de la galerie ou du musée ou de l'art qu'on est en train de faire pour aller faire des choses à l'extérieur? Est-ce qu'on est même libre au point de faire quelque chose de quasiment illégal? Parce qu'aller écrire sur des murs, ça peut vous faire avoir une amende ou vous faire peut-être aller avoir un interrogatoire avec la police. Mais beaucoup de gens le font, les autres le font. Est-ce que vous seriez prêt à le faire? Est-ce que vous croyez que vous auriez cette liberté-là? On peut aussi faire des choses sur les murs en toute légalité parce qu'il y a des murs qui sont autorisés pour ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Donc on peut aussi aller le faire sur des endroits légaux. Mais voilà, ça c'est une chose aussi avec laquelle je voulais terminer, c'est de nous interpeller les uns les autres sur cette question-là. Ces artistes de street art, ils nous interpellent avec leurs œuvres sur la liberté. Est-ce que nous aussi, on a un message important à transmettre en tant qu'artiste et puis aussi en tant que chrétien? Et est-ce qu'on a la liberté de le partager? Est-ce qu'on a la liberté de le mettre en grand, comme tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, pour que ça aille partout? Je vous propose de regarder cet extrait de film. Dans ce film d'Agnès Varda, donc juste pour vous expliquer, elle est allée donc en 1980 à Los Angeles. Elle a été impressionnée par les murales qu'elle a vues là-bas partout, parce que c'est la culture mexicaine un peu qu'on retrouve aussi là, mais les Américains s'y sont mis. Si vous connaissez Los Angeles et maintenant plein d'autres villes aux États-Unis, des murales, il y en a beaucoup. Mais donc son film est donc, comme je dis tout à l'heure, c'est vraiment incroyable parce que ça explique tout le mouvement en 1 heure. Et c'est encore valable aujourd'hui. Bon, les images ont un peu vieilli parce que c'est les années 80, mais il y a un passage dans le film où il y a justement un chrétien qui fait du street art et qui explique une de ses œuvres. Le gars va parler de cette murale qu'il vient de faire. Vous voyez, il y a 3 personnages et j'ai hâte d'avoir vos commentaires ensuite. The name of this piece is the Holy Trinity with the Virgin. Generally, the Holy Trinity is the Father, the Son, and the Holy Ghost. I've added the Virgin Mary. This is Jan Clayton, who is the most famous mother in American television in the 50s. She was the mother without a husband of a dog, Lassie. Christ, of course, is treated as a dog. And this woman looks an awful lot like my mother. This is the mother's pocket. It's very much the size of the bucket that I lived in for 9 months while I was painting this piece. Again, white. It's almost as if I'm swimming in an ocean of milk. This is Clayton Moore, I think is a perfect symbol for God. He portrays the Lone Ranger as known as the Masked Man. He rides a white horse and protects people all over the West. He's America's most famous cowboy hero. I don't think that anywhere in this country could I have found a more perfect model for God than Clayton Moore, the masked man without his mask. No one has ever seen the face of God and lived. And no one has ever seen the face of the Lone Ranger and lived either, for that matter. I'm a born-again Christian. This is the Christ. He is Billy Gray. He was the son of the father who knew best in this television series. These hands are the hands of an American motorcycle racer. They're powerful, extremely large hands, and they're the hands of Christ. After all, if he indeed were God made physical, then his hands would be extremely large. These are blue jeans, American uniform. Perhaps if Christ were to come back in America, he would wear blue jeans. This is the body of my friend Paul, who was a carpenter, just as Christ was a carpenter.
It's my army shirt that I gave Paul to wear when he posed for me for the body. This is my Air Force tie that I used to wear in the Air Force. And it sort of leads up to the very powerful head of Christ with the short, rather masculine hair. Many people feel that the eyes are too light. Christ figure seems to be looking through them and they become very offended by this. I consider that to be their problem. It's a portrait of Christ, the way I see Christ. Chez les Chicanos, le Christ est encore traditionnel? Donc la première question, ce serait des questions pour vous, pour que vous puissiez les faire à la maison, pas maintenant dans la conversation de groupe. La première, donc, c'est de vous mettre au défi de faire des exercices pratiques dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire d'être attentif aux signes présents sur les murs pour pouvoir les repérer, un peu comme je l'ai décrit tout à l'heure, ou à être attentif aux signes qui ne sont pas présents, les signes qui sont manquants, parce que justement, c'est en étant attentif aux signes manquants que vous pouvez vous dire « mais tiens, il y aurait une œuvre d'art à faire à cet endroit-là ». Pour parler de tel ou tel thème ou de tel ou tel sujet, ou pour interpeller la population, ou pour partager quelque chose avec la population, ou pour interpeller les puissants, par exemple. Vous voyez tout ce que j'ai décrit tout à l'heure. Mais donc, ça, c'est un exercice pratique que je vous laisse pour que vous puissiez le faire en vous disant, essayez d'être attentif donc à ça, à l'avenir. Ensuite, la deuxième chose, c'est si on vous offrait un mur, qu'est-ce que vous représenteriez ? Est-ce que vous représenteriez un Christ, les bras tendus comme celui qu'on voit au-dessus? Est-ce que vous représenteriez une Trinité comme dans l'exemple de la vidéo? Est-ce que vous représenteriez une fleur, un motif que vous faites habituellement? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je ne sais pas si on va vous proposer un mur un jour, si vous allez avoir l'occasion, mais c'est une question qui est intéressante à se poser en tant qu'artiste. Si on vous propose un espace monumental, disons, parce que vous pouvez transposer dans votre domaine, eh bien, qu'est-ce que vous allez pouvoir dire? Et enfin, dernière question pour vos travaux personnels. Comment est-ce que vous représenteriez la Trinité si vous deviez la représenter de façon un peu cachée, quoi? C'est-à-dire, là, c'est ce que lui, il a fait avec ses trois personnages. Quand on passe devant, on se dit pas, tiens, c'est la Trinité. Mais il s'est inspiré pour essayer d'infuser le message dans la culture ambiante. Donc vous, comment est-ce que vous représenteriez cette Trinité? Est-ce que vous feriez des arabesques un peu abstraites? Ou est-ce que vous représenteriez un arbre pour montrer l'arbre de la vie, par exemple, dans la Genèse, ou l'arbre de la vie qu'on trouve dans l'Apocalypse à la fin? Ou est-ce que vous feriez trois personnages? Est-ce que vous choisiriez un personnage en particulier? Est-ce que vous mettriez vous, quelqu'un que vous appréciez beaucoup? Est-ce que vous mettriez Pasolini ou Rimbaud ou Jean Genet? Ou est-ce que vous mettriez quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'affection? Voilà une question que je voulais vous poser. Ça, c'est des travaux à la maison, disons. Et puis sinon, dernière série de questions pour maintenant. Vous pouvez lire les questions avec moi et puis dire s'il y en a une qui vous touche particulièrement ce soir après ce que je viens de partager. La première question, c'est la question sur la main. Est-ce que tu veux être une main pour Dieu, pour que Dieu puisse écrire des choses sur les murs, pour que Dieu puisse, même sans même parler de street art, que Dieu puisse t'utiliser comme sa main à lui pour parler à des gens, pour au travers de ton art, avoir un impact, avoir une influence sur d'autres personnes, pour transmettre des choses sur le fait que la vie a de la valeur, sur la beauté des gens, sur la beauté du monde, sur le fait que les choses sont sacrées, que Dieu nous aime, que Dieu veut se réconcilier avec nous. Je ne parle pas forcément d'évangéliser, vous comprenez, mais de faire de l'art qui ramène du sens, qui ramène de la beauté, qui ramène de la bonté autour de nous, alors que trop souvent, l'art amène du désespoir, amène des choses négatives. Donc, est-ce que vous êtes à l'aise avec cette idée, ou est-ce que vous dites oh non, mais moi je suis juste artiste, je fais mon art dans mon coin et puis Dieu ne m'utilise pas? Vous voyez, ça c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous êtes confortable avec cette idée d'être utile dans la main de Dieu? La deuxième question, c'était la question de la rue, c'est-à-dire quel est votre rapport avec l'art urbain? Est-ce que, comme je disais tout à l'heure, quand vous baladez dans la rue, vous ne regardez pas ces œuvres-là, vous dites oh non, c'est sale, oh non, c'est pas intéressant, oh non, moi c'est pas ça que je fais, moi je suis dans un autre domaine artistique? Ou est-ce que vous vous y intéressez? Et ensuite, la question de votre présence dans l'espace public. Est-ce que c'est quelque chose qui vous mettrait mal à l'aise, ou est-ce que vous seriez prêt à aller faire quelque chose dans l'espace public? Comme je disais tout à l'heure, si vous faites de la danse, est-ce que vous seriez prêt à aller danser dans la rue? Parce que ce n'est pas la même chose, le public dans la rue, que le public qui vous regarde dans un théâtre et qui a payé pour vous voir et qui vous connaît ou qui a entendu parler de vous. Ce n'est pas le même rapport. Mais est-ce que vous seriez prêt
à faire ça. Moi, je suis photographe. Est-ce que je serais prêt à mettre mes photos sur les murs pour que les gens les voient dans la rue et que ce ne soit pas sur un site internet ou dans une galerie d'art? Et puis ensuite, c'est l'idée d'offrir des œuvres. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? De vous dire, c'est moi qui vais payer les bombes d'aérosol, c'est moi qui vais payer l'impression et je vais le mettre sur le mur et je ne sais pas ce que ça va devenir, mais je vais l'offrir et les gens vont faire ce qu'ils veulent avec. Peut-être quelqu'un va la détruire, peut-être les pigeons vont la manger, peut-être le vent va l'arracher. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, c'est ça, la question de la rue. Quel rapport vous avez avec ça? Et puis enfin, dernier point, c'était la question de la légalité et de la liberté, c'est dont on a déjà parlé au travers de la question tout à l'heure. Mais savoir, est-ce que le fait qu'on soit en France, est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle, ce que j'ai partagé ce soir, de vous dire, mais oui, bien sûr, on est français, on doit être libre d'écrire partout, d'écrire la beauté, la bonté, la liberté, sur les murs aussi, c'est pas grave, on va le faire. Ou est-ce que vous êtes plus renfermé par rapport à ça en disant, ah, mais non, on peut pas faire ça, on peut pas écrire sur des murs qui sont pas les nôtres, qu'est-ce qu'on va écrire, on peut pas écrire n'importe quoi, est-ce qu'on a un message suffisamment important pour l'écrire, enfin voilà, toute cette question un peu de la liberté et de la légalité. Merci en tout cas pour votre attention parce que j'ai été beaucoup plus long que les fois précédentes, mais c'était un sujet qui me passionnait, comme je vous disais, et que je pense, moi c'est pas du tout ma culture, hein, le street art, mais quand on le regarde plus en profondeur que ce qu'on peut voir juste en apparence quand on passe devant dans la rue, on se rend compte que c'est quelque chose de phénoménal parce que ça a impacté toutes les cultures, toute la société actuelle, et c'est vraiment une capacité d'interpeller les gens effectivement et de leur présenter des gens qui n'iraient pas dans les musées ou qui n'iraient pas dans les galeries, eh bien on peut les rejoindre par ce moyen-là. Voilà, je vous laisse avec ces questions. Merci encore pour votre attention et j'ai hâte d'écouter vos retours.